Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec Casden Banque Populaire, la banque coopérative réservée au personnel de la fonction publique. Cette conférence est consacrée aujourd'hui au thème numérique, comment la nouvelle relation avec le citoyen impacte l'organisation. Conférence qui fait suite à une conférence précédente sur le thème numérique, quel impact sur le management, qui avait lieu en octobre. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il est incontestable que le numérique a permis aux citoyens de prendre un nouveau pouvoir et de remettre en question la relation entretenue avec lui. Plus que jamais, la qualité de la relation avec le citoyen dépend de la qualité de son information et de la confiance, j'insiste sur le mot, qu'il a dans cette information. Sans cette confiance, il ne peut y avoir de coproduction, de co-création citoyen-administration, alors que celle-ci est au centre de la transformation en cours des administrations. Ceci pose de nombreuses questions, auxquelles nous tentons de répondre, parmi lesquelles comment coproduire avec les services un système d'information clair, riche et contradictoire pour les citoyens qui communiquent. Est-ce que c'est chacun dans son domaine? Est-ce que c'est la direction générale, la com, le cabinet? Comment organiser la participation citoyenne? Comment l'analyser? Comment arbitrer à l'heure du numérique? Et quel impact sur l'organisation? De quels exemples s'inspirer? Autant de questions pour nos deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Thomas Menant appartient au service du Premier ministre, direction interministérielle du numérique. Il est diplômé d'un Master 2 droit du numérique et administration et droit. Il était précédemment chef de projet solutions numériques au service du Premier ministre, où il a entre autres participé à la définition des orientations stratégiques de la transformation numérique de l'État. Il intervient régulièrement dans des formations sur différents thèmes qui touchent de près ou de loin la gestion de l'innovation, la stratégie numérique et la conduite du changement. Othman Kawa est consultant et formateur en stratégie et management des organisations. Il est expert en innovation territoriale. Il est diplômé d'un master prospective et stratégie des organisations. Et il est également conseiller municipal délégué à l'économie sociale de la ville de Sceaux, dont nous parlerons tout à l'heure. Il intervient également régulièrement en tant qu'expert dans différentes conférences. Et il est vice-président du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, expert auprès de l'AFNOR, du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et auprès de l'Association européenne de démocratie locale. Et moi-même, je m'appelle Hugues Périnel, je suis journaliste et coach en management. Au cours de cette web-conférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre à l'issue de cette présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Et enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Nous allons commencer par vous, Thomas Menant. D'une certaine manière, pour planter le décor, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la relation complexe qui existe entre l'administration et le citoyen et les pistes que le numérique, entre autres, peut nous proposer? Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le numérique est un moyen de réinventer, ou en tout cas une solution pour rapprocher le citoyen de son administration en général, qu'elle soit locale ou centrale d'ailleurs, déconcentrée en collectif. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le contexte quand même. On est face à des citoyens qui expriment un véritable scepticisme, on va dire ça, un scepticisme vis-à-vis de la place politique ou de leurs représentants, quel que soit leur niveau, et par capillarité, ça impacte forcément l'administration et les agents lorsqu'ils sont en contact direct avec les usagers. Et donc du coup, la co-construction, ou en tout cas la manière de rapprocher l'administration, faire un pas vers l'autre, peut être une solution intéressante. Alors, on parle d'une relation complexe. Oui, on parle d'une relation complexe parce que à la fois, c'est naturel, on espère de nouveaux services, de meilleurs services, tout en ayant côté collectivité notamment une vraie compression en termes de finances et de moyens. Donc on est face à cette relation, à ce contexte qui est complexe, et en plus une relation qui est complexe, puisqu'avec le numérique, le citoyen va pouvoir agir pour ou contre sa collectivité ou son territoire. Il va pouvoir agir pour en aidant à repérer
On parlait des trous dans la voirie, on essayait de voir comment ils pouvaient avoir un rôle aussi sur les transports, etc., en informant les uns et les autres, donc en partageant et en participant à cette information ou à la détection des différents problèmes. Certains aiment à dire qu'il devient collaborateur occasionnel du service public, ça reste très discutable, mais enfin, en tout cas, il amène quelque chose au service public. Et puis dans l'autre, il attend effectivement de nouveaux services qui, dans son imaginaire, doivent ressembler de plus en plus à ce qu'il voit dans la sphère marchande et notamment en ligne. Et donc ça va changer un petit peu la vision des uns et des autres, et puis surtout le mode d'interpellation va changer, qu'il s'agisse d'interpeller son élu ou un représentant de la collectivité, un agent. Donc ça va être aussi un nouveau moment pour l'agent de répondre à des sollicitations ou à des attentes des usagers. Et ce n'est pas forcément des agents qui sont habitués à avoir un poste. Oui, la place de l'agent est complètement questionnée. Elle est repositionnée, effectivement, il demeure agent, il demeure à intervenir dans sa mission, mais il va avoir un droit de parole légèrement différent et surtout, en tout cas, l'usager va attendre un droit de réponse. Là, vous parlez de la fin d'une forme de schizophrénie. Oui, j'essaye de parler de cette forme de schizophrénie où on essaye à la fois de mettre au cœur l'usager et sans en profiter pour repenser l'ensemble en fait du processus métier ou bien des outils mis à la disposition. Évidemment, les usagers ont des besoins, vont ressortir des problématiques, mais derrière, pour que la réponse soit efficace, il faudra qu'elle aille jusqu'aux agents. Et donc, on va essayer d'expliquer comment la prise de décision va être impactée du début jusqu'à la fin. Et c'est aussi ça, sans doute, l'un des éléments clés de la confiance, c'est de fixer un cadre qui soit clair pour tout l'ensemble des participants. Quel va être mon rôle, jusqu'où je vais pouvoir aller, moi en tant qu'usager, vous en tant qu'agent, et vous ensuite en tant qu'élu, si à la fin il y a une décision qui doit être prise. Donc, et c'est souvent le point que je fais, c'est-à-dire qu'on fait participer les usagers, c'est très bien, de toute façon c'est sans doute le sens de l'histoire, mais on oublie aussi d'associer les agents, en tout cas réellement, à cette participation, alors qu'ils sont eux aussi usagers, on l'oublie souvent. Et citoyens, oui. Usagers, voilà, citoyens et usagers des services. Et puis surtout, il va falloir à la fin les outiller pour qu'ils aident à réaliser cette nouvelle manière de rendre service. Là, vous évoquez des outils métiers obsolètes. Oui, j'aime souvent dire ça. La France en général, les administrations en particulier, sont particulièrement mal dotées en ce qui concerne, je veux dire mal dotées, mais en ce qui concerne les outils qu'ils utilisent. C'est-à-dire que, voilà, vous, agents qui nous regardez aujourd'hui, je suppose que vous avez une pluralité d'outils métiers, dont certains, et ça se voit souvent juste à l'expérience utilisateur, sont assez datés, correspondent à des process d'antan. Et donc voilà, on rematérialise, on échange. C'est-à-dire que quand on décrit souvent un service numérique, en tout cas neuf, on va avoir une belle vitrine pour les usagers. Et puis en fait, c'est un petit peu un décor de cinéma derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de middle office ou d'outils métiers ensuite, c'est plus difficile, quoi. On oublie souvent d'outiller les agents pour qu'ils soient aussi percutants et pertinents qu'ils devraient l'être. Et donc, souvent, le numérique, c'est aussi une forme, c'est difficile à prendre en main si l'agent ne participe pas lui non plus à la réponse, à l'outil qui va être bâti pour répondre aux besoins de l'usager. Quand vous évoquez les outils, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur la formation? Parce que c'est très joli d'avoir de nouveaux outils, mais il y a toute une formation nécessaire à la fois des agents et des managers. C'est vrai. Alors, moi, j'ai absolument pas la politique de multiplier les outils, etc., mais il faut les faire. Et effectivement, l'un des outils, c'est aussi l'outil de formation. Il faut former les gens, effectivement, à ces nouvelles approches, mais je suis intimement persuadé et convaincu que l'une des meilleures formations, c'est aussi un peu de se jeter à l'eau, et donc de se lancer alors avec un agent, un collègue avec qui on est en confiance, de le faire en interne peut-être d'abord auprès de son équipe et puis ensuite auprès des usagers. Mais il faut se lancer, il faut apprendre en marchant. En tout cas, c'est la philosophie quand on parle de numérique, c'est aussi apprendre en marchant, avoir le droit à l'erreur. Un peu ce qui nous est arrivé là en début, c'est pas grave, on s'y remet, on continue. Et voilà, donc moi je dis oui, formez-vous, mais pratiquez. Parce que si vous formez la meilleure des formations pendant 2 jours assis, sans jamais mettre en pratique ou sans jamais vous permettre de vous jeter à l'eau et d'essayer de mettre en place ce que vous avez appris,
que ce soit sur un outil, mais là, notamment sur les principes de la co-construction, c'est dommage. Est-ce que vous voulez dire par là que dans le service public, on a parfois tendance à beaucoup se former, peut-être un peu trop, passer plus de temps en formation qu'en pratique? Ouais, alors, sur les pratiques, sur la manière de rendre du service à l'usager, la manière de faire du service en interne, c'est-à-dire d'interroger nos process, et puis surtout et sans doute la manière de prendre une décision, notamment une décision politique, puisqu'on a vu que l'interpellation est beaucoup plus horizontale, les attentes sont différentes, et donc il peut y avoir et il doit y avoir un nouveau cadre, en tout cas c'est l'occasion de se poser la question d'un nouveau cadre pour prendre des décisions. Et le plus intéressant dans cela, à mon sens, en tout cas le plus important, c'est de fixer correctement le cadre, être prêt de le faire évoluer en fonction des retours et de la pratique, mais en tout cas d'avoir un cadre très clair qui permette de dire aux uns et aux autres jusqu'où ils vont pouvoir s'investir, où va s'arrêter leur rôle, de manière à ne pas créer de fausses attentes, qu'il s'agisse des citoyens ou des agents. Il y a une question qui est arrivée d'un des internautes que je vous transmets, Thomas Menant, sur une collectivité qui engage une démarche qualité dans son sein et qui bute déjà sur la question de la traçabilité des mails. Je me demande s'il y a des outils métiers qui gèrent le suivi des mails. Est-ce qu'il y a des systèmes de traçabilité des mails, à votre connaissance? Oui, il y en a plein. Je ne donnerai pas de nom là, mais on pourra pas faire de la publicité, mais on pourra en parler. Oui, il y a beaucoup d'outils qui peuvent effectivement tracer les mails, mais au-delà je pense, de l'outil qui va les tracer, ce qui va être intéressant, c'est de savoir, dans le cadre d'une démarche qualité, le temps de réponse, ou en tout cas le temps de traitement d'un email, le temps de traiter ces mails-là et de les gérer. Il y a aussi des outils gratuits. Le cas échéant, je vous ferai une liste qui vous sera envoyée dans la foulée par mail. Et l'intérêt, mais voilà, c'est des outils qui sont des outils classiques, on va dire, de relations clients à la base, de CRM, notamment, où vous allez pouvoir dire, voilà, l'outil arrive à le mail arrive à telle date, il est affecté à telle personne ou à telle direction, et puis il va être traité, est-ce qu'il y a une réponse ou pas, et vous allez avoir finalement une forme de frise chronologique avec toutes les étapes jusqu'au classement. Très bien, en tout cas, les infos seront transmises par d'autres biais. Est-ce qu'on peut revenir sur je dirais, la consultation du citoyen? Tout à l'heure, on évoquait les questions, et précisément, vous évoquez le fait que les questions posées aux citoyens doivent être soignées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'était dans la même logique de dire, voilà, pour fixer le cadre, il faut et créer la confiance, il faut très clairement savoir qui fait quoi et jusqu'où on va pouvoir aller. Et l'une des transpositions concrètes de ce principe-là, c'est de décrire correctement, en tout cas, les questions posées. Évidemment, vous n'allez pas demander la même chose à un usager si vous souhaitez recueillir des irritants, ce qu'on appellerait, c'est-à-dire ce qui, selon lui ou elle, ne fonctionne pas dans l'administration. Donc voilà, donc là c'est souvent des projets qu'on appelle Kafka, quoi. Je veux essayer de trouver les éléments les plus durs, les plus complexes ressentis par les usagers, et donc je fais appel à leur connaissance ou en tout cas à leur expérience. Et puis donc ça c'est pas la même chose que ensuite de dire on va créer des solutions sur cet irritant. La création de solutions, elle peut se faire avec évidemment avec l'usager, mais à mon avis les deux approches doivent être crantées dans le temps, elles doivent se succéder. Et surtout, s'il n'y a pas de solution prévue à apporter, ou en tout cas, on ne souhaite pas que l'usager fasse, il faut le dire, tout simplement. Donc, en fait, effectivement, il va falloir, dans cette démarche-là, recueillir les idées ou les problèmes. Chercher à se mettre dans les pas de l'usager, c'est souvent quelque chose qu'on essaye de pousser pour les agents, notamment ceux qui font sans être directement en relation avec le public, mais qui vont mettre à disposition des services. C'est le cas, par exemple, d'agents d'une DSI ou certains métiers, où on les pousse là à leur dire, bon, si vous n'avez pas pu écouter les usagers, c'est dommage, mais en tout cas, essayez de vous mettre dans leur pas. C'est-à-dire, comment ça se passe, comment ils arrivent sur votre service, d'où ils viennent, pourquoi, etc., etc. Ce qui permet aussi simplement de changer de posture vis-à-vis du service et d'essayer de trouver des choses qui peuvent sauter aux yeux. Et puis, ce qu'il faut jamais hésiter à faire, mais c'est peut-être évident, mais je vais le répéter, c'est qu'en fonction des problèmes ou des idées que vous avez recueillies, il va falloir les prioriser. Vous pouvez les prioriser collectivement, c'est-à-dire avec les gens qui sont présents, aussi par le métier qui va lui qualifier la faisabilité technique, mais à un moment, il faut arbitrer, quoi.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de recueillir des idées ou recueillir des solutions et jamais expliquer ou jamais répondre, dire oui, on va le faire ou non, on va pas le faire. À un moment, il faut répondre et donc arbitrer. Voilà. On voit bien que tout ça crée une nouvelle posture pour les agents. Aussi, on vous propose de répondre à la question suivante qui s'affiche. Pensez-vous que l'intervention du citoyen remet en cause votre légitimité professionnelle? Vous répondez par un oui ou par non à cette question et nous commenterons les résultats de vos réponses avec Thomas Menant et éventuellement Othman Kawa d'ailleurs sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut passer revenir en tout cas sur ce que vous évoquiez sur le rôle des élus, du rôle particulier qu'ils ont à jouer en termes de transparence et d'explication de la décision, sur le fait que les élus, de toute façon, c'est toujours le politique qui décide. Oui, alors je parle sous le contrôle, mais effectivement, il faudrait jamais oublier que dans une collectivité ou dans une autre administration, à un moment, il y a quelqu'un qui décide. Nos administrations sont encore faites comme cela. Et donc, à un moment, il va y avoir une prise de décision. Et l'élu, dans le cadre de la collectivité, souvent sacralise cette prise de décision. Et donc, c'est ce que je répétais tout à l'heure, hein, il faut que le cadre de la prise de décision soit clair, savoir ce que va faire l'élu, si possible, même proposer en fait aux citoyens, dire ben voilà en fait les deux, trois, quatre solutions qui étaient en balance, hein, ce qu'on ferait hein, notamment dans une note, hein, par exemple, quand on produit un service, produit une note pour un élu, dire ben voilà les trois, quatre solutions, et puis ben, ensuite il y a une réflexion et l'élu tranche. Je pense que c'est important de fixer, je répète, le cadre et surtout de bien expliquer qu'à la fin, la décision revient à l'élu, souvent sur des sujets très techniques. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, si vous êtes sur des vrais thèmes métiers, entre guillemets, parfois internes à la collectivité ou à son écosystème, c'est-à-dire sur un territoire, les différents acteurs. Là, vous pouvez avoir des décisions qui sont des décisions prises au niveau métier, de process, par exemple, sur une méthode de gérer, etc. Là, ça peut être très intéressant. Par contre, si c'est l'usager qui est au centre et que vous lui dites, ben voilà, proposez, et ben c'est l'élu qui décide à la fin, et c'est son rôle et c'est sa légitimité. Alors, vous proposez une approche qui est, que vous qualifiez de tout terrain et même artisanale. Peut-être aussi, c'est le fait de ne pas se tromper d'objectif. On n'est pas là uniquement pour faire des sondages, on est aussi là pour réfléchir à une stratégie et à un territoire. Oui, et à de nouvelles manières de faire même. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'interviens, souvent on me dit ah bah oui, mais pour mettre en place un système d'écoute ou en tout cas le faire au niveau, déjà je vais le faire au niveau de mon organisation d'un coup. Bah non, peut-être commencer par un périmètre qui est plus restreint, le temps de vous faire, on va dire, à l'exercice, le temps aussi de convaincre en interne, parce qu'il peut y avoir quelques difficultés à convaincre en interne, que ce soit la ligne hiérarchique ou même au niveau des élus. Donc, je vous dis, voilà, vraiment faites attention ou alors aux méthodes clés en main qui sont prises par, on va dire, la tête DGS ou que sais-je, et on va tout faire de la même manière. Non, c'est pas du descendant. Donc, pour que ce soit du partagé, en tout cas, et que ce soit montant le plus possible, eh ben, permettez-vous d'aller enfin voilà, c'est sur le terrain, c'est le cas de le dire. C'est une approche tout terrain. Nous, on a expérimenté l'ensemble de ces méthodes d'écoute en général, voire de co-construction avec les usagers, avec les agents, à peu près sur toutes les thématiques du secteur public, à peu près. Ça marche à chaque fois quasiment, c'est-à-dire que, alors ça marche, c'est-à-dire que la méthode s'applique. Après, on en fait ce qu'on en veut et ce qu'on en peut. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire de manière assez artisanale. C'est pas scientifique, parfois, ok, c'est pas grave, vous aurez les gens qui sont dans la rue en bas de votre guichet. C'est peut-être pas scientifique, mais en même temps, vous allez pouvoir capter certaines choses. Le plus important, c'est de changer la manière, à mon avis, hein, petit à petit, par petites touches successives, c'est de changer aussi la manière d'observer son travail et la manière de le faire. Alors, il faut trouver le temps pour le faire, ou il faut avoir le temps aussi pour le faire, mais ça fait jamais de mal que d'essayer de se jeter à l'eau, comme je disais tout à l'heure, même de manière artisanale, avec ou sans post-it. Ça fait jamais de mal de se jeter à l'eau et d'essayer de le faire. Par rapport au petit sondage que nous avons fait, pensez-vous que l'intervention du citoyen remet en cause votre légitimité professionnelle? La réponse est très claire, 94%, c'est non. Moi, je suis rassuré. Voilà, voilà rassuré. Voilà rassuré. Merci Thomas. Maintenant, on reviendra avec d'autres questions. Après, on va passer tout de suite la parole à Othman Kawa. Deux questions qui
On va peut-être prendre. Alors, prenons d'abord les questions pour Thomas maintenant, et puis avec des réponses brèves, si possible, Thomas, car le temps est réduit. Quelle est la place du numérique sur les territoires ruraux et quid des personnes âgées et isolées? Question que je compléterai avec le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens urbains, nomades, connectés, et des gens ruraux, périurbains, etc., qui sont sédentarisés d'office. Donc, sur les territoires ruraux et la connectivité, ce que je disais, c'est que c'est une question qui n'est pas simple parce que à la fois on voit des taux de connectivité et des taux et des débits qui augmentent en général, et puis en particulier on voit des zones ou des poches entre guillemets, zones montagneuses, zones rurales un peu reculées qui n'ont pas on va dire de valeur économique pour les opérateurs qui tirent la fibre, en tout cas direct. Et donc il reste cette fracture numérique. Ce que je peux dire, alors c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante sans doute, mais c'est que d'ici 3 à 5 ans, on est quasiment sûr que le territoire sera couvert avec des débits intéressants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire passer Internet par des ampoules, par la lumière, et donc généralement il y a l'électricité dans ces endroits-là tout de même, parce que les moyens de connexion sont en train de varier et sont en train de devenir de moins en moins chers. Donc on pense que d'ici 3 à 5 ans, enfin 5 ans, allez, les zones, en tout cas, sauf celles qui sont le plus reculées, on devrait réussir à y arriver. C'est pas du fantasme en France, hein, vous pouvez lire ce que font Google, Facebook ou les autres, eux, ils prévoient de connecter le monde entier d'ici 10 ans. Donc voilà, c'est des choses qui, oui, alors c'est un peu frustrant, c'est sûr, mais voilà. Après, il faut pas non plus être surdéterminé sur ces questions-là. Il y a des territoires ruraux qui sont extrêmement en pointe, oui, en pointe sur ces sujets-là, qui vont essayer d'attirer parfois des startups ou en tout cas des gens sur le territoire, parce qu'il y a aussi l'envie parfois de quitter Paris ou de quitter ces mégalopoles assez importants. Donc voilà, vous avez je pense à la région centre notamment, où vous avez des vraies zones d'endroits avec des vrais savoir-faire et d'une part, et des vrais outils de médiation. Ça fait le lien avec la question qui suivait, c'est-à-dire que vous avez aussi des lieux physiques, on peut appeler des tiers-lieux, ou en tout cas des lieux physiques, associatifs parfois, ou administratifs, qui vont servir aussi à faire le passage, le pont entre le numérique et les citoyens, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fracture est plus sociale que générationnelle. On a des anciens qui utilisent énormément les outils numériques, et on a des jeunes qui les utilisent énormément, mais pour des usages complètement différents. Le mail est très peu utilisé à partir jusqu'à 15-16 ans. Il y a personne qui envoie des mails typiquement, parce on se filme et on se parle et on s'envoie ça. C'est beaucoup plus rapide. C'est vrai que quand vous arrivez à 17, 18, 19, 20 ans dans un monde professionnel où on est hyper exposé aux mails, ça peut avoir des pratiques qui se frappent l'une l'autre. Ce que je vous propose, c'est que la seconde question, on y répond collectivement à la fin. À la fin, pour pouvoir passer la parole à Othman. Othman, on va parler donc évidemment de SO et bien d'autres choses. UPSO, quelques mots, et puis d'où part UPSO? J'imagine qu'il doit y avoir une volonté, une réalité de territoire et puis une volonté politique forte derrière. Oui, alors effectivement, UPSO est un outil numérique, mais encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, le numérique doit être au service de quelque chose. C'est un outil qui doit permettre d'accélérer, j'ai envie de dire, l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Et pour la ville de Sceaux, ce qui a permis d'arriver à UPSO, c'est d'abord une grande consultation participative citoyenne que nous avons menée auprès de la population en 2012, qui a réuni 1400 habitants, et dont 400 sont investis directement dans le cadre d'ateliers, autour effectivement des thématiques liées à chaque secteur de la politique de la ville, et qui ont fait émerger plus de 169 propositions. Alors, le résultat rapidement de cette concertation, de cette consultation, c'est que les citoyens demandaient des lieux pour se rencontrer, faire connaissance, et partager des expériences et des savoir-faire. Ils demandaient aussi des projets qui servent le territoire, qui contribuent à son développement et au bien-être de ses habitants et dans lequel ils pouvaient s'engager, travailler, collaborer et coopérer. Et puis une grande découverte pour nous, c'est qu'à partir de tous ces constats, il y avait une forte volonté
qui se dégageait de la part des citoyens, une forte aspiration au faire ensemble. Derrière toutes ces propositions, en réalité, tout ce qui justement générait ces solutions, c'est cette envie de coopérer, de travailler ensemble autour de projets qui soient créateurs de valeurs partagées et à très fort impact sociétal donc sur le territoire. Partant de là, toute la création de cet outil de management de l'innovation territoriale. Oui, alors deux choses. Justement, d'abord, la création, j'ai envie de dire, oui, effectivement, d'un écosystème dédié à l'innovation sociale. Et effectivement, pour pouvoir animer cet écosystème, eh bien, c'est la création d'un outil de management de l'innovation territoriale qui est UPSO. Alors, c'est un outil qui a été co-construit dans le cadre d'un partenariat public-privé avec donc une grande entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est le groupe SOS en l'occurrence. Et c'est devenu un outil indispensable pour animer la communauté des porteurs de projets, novices ou adeptes de solutions portées par l'innovation territoriale. Et enfin, autre élément, c'est que UPSO donc, a permis, bien entendu, de fédérer l'ensemble des parties prenantes du territoire, qu'ils soient les citoyens, les associations, les entrepreneurs, les fondations, et leur a permis justement de faire connaître leurs projets, voir ce qui se passe sur le territoire, prendre contact avec d'autres acteurs, trouver l'information qui leur manque, être redirigés avec des partenaires susceptibles de les aider, avec aussi un impact sur l'administration. Donc c'est la slide suivante. Juste avant de rentrer dans l'impact qu'il y a pu avoir sur les agents, une question que l'on vous pose. La structure qui vous emploie dispose-t-elle d'un réseau social interne? Vous pouvez répondre par oui ou par non, et Hotman et Thomas Menant commenteront éventuellement vos réponses. Désolé de vous avoir interrompu sur donc, les agents. Oui, donc sur les agents, donc c'est la slide suivante. Donc c'est un impact très important, puisque ça va. On ne la voit pas. Donc, si, elle est projetée. Non, moi je ne la vois pas. Oui, c'est parce que le sondage est en cours. Parce que le sondage est en cours, mais elle est projetée. Bon, très bien. Donc, écoutez, la slide suivante. Donc, en ce qui nous concerne, non, c'est pour que les téléspectateurs puissent la. Oui, voilà, donc c'est celle-là. Donc, avec UPSO, eh bien, ça a permis aux agents de la collectivité locale également de s'inspirer de pratiques et de solutions innovantes qui permettent l'enrichissement de leur savoir-faire et la transformation managériale et organisationnelle de leur métier, parce que justement, ça met à disposition de ces agents des projets, mais derrière des projets, il y a des solutions, certes, mais aussi des modèles, j'ai envie de dire, organisationnels, économiques, qui permettent d'inspirer justement les agents dans leurs pratiques, leur savoir-faire, leur type de management. Et donc, UPSO, en plus d'être un réseau social collaboratif qui facilite les mises en relation, eh bien, c'est un véritable outil d'animation territoriale à tous les niveaux et il permet de mobiliser l'intelligence collective au service du bien commun. Et l'intelligence collective, c'est cette justement capacité à faire travailler l'ensemble des parties prenantes, y compris les agents de la ville. Je profite de cette occasion pour vous donner les résultats du petit sondage sur la question qui était posée. La structure qui vous emploie dispose-t-elle d'un réseau social interne, qui est effectivement différent de ce que vous évoquez, mais la question était celle-là. Non, 83%. Donc, voilà. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend ou Non, ça ne me surprend pas, parce qu'aujourd'hui, en termes de réseau interne, on entend souvent, je dirais, intranet. Or, ici, il s'agit d'un réseau ou d'une plateforme numérique qui permet en fait de partager un certain nombre de savoir-faire et voire de mettre à la disposition des agents, mais nous on va beaucoup plus loin, donc on parle de tous les parties prenantes du territoire, y compris les citoyens, etc., de mettre à leur disposition des outils collaboratifs. Il s'agit donc de pouvoir aller ensemble vers justement l'imagination et la co-construction de solutions qui justement bénéficient à l'ensemble du territoire. C'est ce que vous appelez un écosystème créateur de valeur économique et sociale. Et sociale. Partagé, effectivement. Alors cet écosystème, c'est effectivement, ça permet d'un côté de pouvoir effectivement co-définir ensemble les besoins du territoire,
et puis de co-construire également ensemble les solutions, et cela en s'appuyant sur un ensemble de partenaires d'appui qui vont permettre, qui vont intervenir à tous les niveaux d'une chaîne de valeur bien déterminée qui va de l'idéation, le repérage du besoin et de l'idée, jusqu'à sa co-construction et sa mise en œuvre opérationnelle. Ça passe aussi par son financement, son hébergement, son accélération, etc. Effectivement, un écosystème au centre duquel, du coup, la plateforme numérique est au service de l'accélération, en réalité, de l'émergence et de la mise en œuvre des solutions en faisant, je dirais, associer et permettant la co-construction autour de cette solution de l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, le modèle que vous avez mis en place, c'est un modèle qui vous paraît facilement déclinable. Et puis, j'ajouterais une question complémentaire. Est-ce que le bon niveau de territoire, c'est pour ce genre de réseau et d'écosystème, c'est la ville? Ou est-ce que ça ne doit pas être plus large, au niveau de la région ou de l'interco, je ne sais? Alors, pour la première partie de votre question, oui, il est déclinable sous 3 conditions. La première, c'est bien entendu bénéficier d'une vision, construire en tout cas, une vision et une stratégie qui soit cohérente avec les besoins du territoire. Deuxième condition, faire preuve d'une pédagogie positive sur le rôle de l'outil envers les agents de la ville. Enfin, la troisième, c'est favoriser... Ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Thomas. Tout à fait. Enfin, favoriser une ouverture, un décloisonnement associant les citoyens, mais également l'ensemble des parties prenantes. Alors, il y a un autre chantier envisagé, par contre, c'est celui de la coopération entre collectivités, entre strates de collectivités locales, effectivement, où par exemple des départements, les régions, et puis même, je dirais, les territoires avec un grand T, viendraient à ce moment-là en appui pour permettre la mutualisation d'un certain nombre d'outils. Mais encore une fois, tout l'enjeu doit se passer, de mon point de vue, dans les collectivités de proximité. Donc, la mobilisation, en tout cas de l'intelligence collective, doit absolument se situer au niveau de la collectivité locale de proximité. Un internaute nous pose la question du temps que vous avez mis pour mettre en place une telle solution. C'est-à-dire qu'en gros, quand est-ce que UPSO a commencé? C'est une question large. Hein. Bien sûr. Alors, encore une fois, il est très important de travailler sur la vision, la stratégie. Ensuite, travailler donc sur une organisation qui soit pertinente et efficace et efficiente. Et enfin, travailler sur un mode managérial. Alors, j'ai envie de dire, c'est parti vision, stratégie, allez, entre 1 à 3 mois. Ensuite, la mise en place de l'organisation, dont l'outil fait partie, c'est aussi 2 à 3 mois. Donc, le tout, pour être opérationnel, avoir justement et la vision, la stratégie qui sont en cohérence avec une organisation qui vienne servir ses objectifs, c'est 6 mois. Mais derrière, ensuite, il faut bien entendu mettre en œuvre. Et cette mise en œuvre, vous ne pouvez, à mon avis, de mon point de vue en tout cas, la réussir que si vous avez effectivement une adhésion des différents, comment dirais-je, des différents agents. Et là, ça nécessite également une certaine culture, une pédagogie, comme je le disais, positive, mais également la nécessité de valoriser aussi le rôle de l'agent dans ce cadre-là, car une des questions qui peut se poser effectivement, c'est comment justement cette organisation, ces outils vont impacter ma façon de faire. Une question très simple. Au moment où vous dites ça, une question qui arrive en direct, combien de temps avant une certaine stabilisation et fidélisation des parties prenantes, donc notamment les agents. Donc on est dans le cœur de votre... Oui. Alors j'ai envie de dire... difficile, question difficile. J'ai envie de dire que ça c'est un travail de tous les jours. Ça ne s'arrête pas. Parce que la première question qui préoccupe aussi l'agent, c'est OK, combien de temps ça va me prendre? En plus de ce que je fais. De plus que ce que je fais. Pendant que je fais ce que vous proposez, je ne fais pas autre chose. Et 3, surtout, comment moi, tout ce sur quoi je vais m'impliquer, comment ça va être valorisé, justement, dans le cadre
de mes suivis annuels, par exemple. Et est-ce que ça ne revient pas à ce qu'évoquait Thomas sur la clarté de la vision politique transparente, clairement définie? Et est-ce que ce n'est pas redonner aussi du sens à l'action publique? Absolument. Donc, il y a le sens politique, mais il y a sa traduction aussi, sa déclinaison de manière très fine au sein de l'organisation. Quand on annonce quelque chose, il y a bien entendu des implications. Quand on a construit cette vision avec le maire, il m'a demandé ensuite de proposer une stratégie. Mais cette stratégie, elle ne peut être portée que par les agents, il faut être clair. Et donc, à partir de là, il faut que les agents puissent justement sentir que l'organisation qu'on va leur apporter, eh bien, va leur apporter aussi une valeur ajoutée. Et nous, on a justement positionné et l'outil et l'organisation comme quelque chose qui va améliorer leur manière de s'organiser, leur performance. Ça va leur apporter une ouverture et donc quelque part un bien-être, et ça va également être valorisé au niveau de leur suivi, je dirais, annuel. Vous ne pouvez pas demander l'adhésion et quelque part du temps et du sacrifice un petit peu de la part de vos agents si quelque part il n'y a pas une compensation, au moins une reconnaissance et une valorisation. Là, c'est très important et ça doit se décliner aujourd'hui, c'est le cas à Sceaux, même au niveau des fiches de poste. La contribution à l'écosystème Sauvalet, à cette ouverture, à cette culture de l'innovation sociale, se décline aussi dans les fiches de poste. Est-ce qu'on peut dire, parce que le temps passe à une grande vitesse, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur un premier bilan, si je puis dire, et puis peut-être se tourner vers l'avenir? Est-ce qu'il y a dans votre esprit, dans vos projets, une étape suivante? Oui, bien sûr. Alors, au niveau bilan, bien entendu, donc UPSO, c'est déjà 45 villes qui se sont inspirées de ce modèle, qui se sont dotées d'un hub territoire. C'est aussi des pays à l'étranger. On peut avoir accès à cette liste? Oui, il faut aller effectivement, en allant sur UPSO, vous allez voir effectivement les différents hubs territoires également qui sont mentionnés. Aujourd'hui, c'est également un certain nombre de pays étrangers qui s'y mettent. On a un hub Suisse, hub Belgique, hub Canada et avec le Québec, et bientôt un hub Grande-Bretagne. C'est une reconnaissance internationale puisque l'OCDE a référencé l'outil au niveau justement de son observatoire mondial des innovations du service public. C'est un certain nombre de prix. 3e prix de l'innovation sociale européen, 1er prix justement innovateur, la Gazette des communes. Et ce que j'ai envie de dire en termes d'étapes suivantes, bien entendu qu'il y a des étapes suivantes. Il faut d'abord, première étape, penser à améliorer l'efficacité et l'efficience de l'outil, afin qu'il permette de coproduire un plus grand nombre, j'ai envie de dire, de solutions à impact positif et créateur de valeur partagée. Ensuite, il y a la nécessité d'améliorer, je dirais, l'intégration et l'appropriation de l'outil par les agents de la ville. Il y a tout un travail à faire. Et enfin, favoriser aussi un nouveau positionnement de la ville, celui de facilitateur de l'innovation territoriale en général, et le développement, j'ai envie de dire, de deux nouveaux métiers, qui est celui de marketing territorial et de management de l'innovation territoriale. On voit que dans des périodes financières difficiles, le service public est en train d'évoluer vers des métiers qui sont plus des métiers d'assembleurs, de fidélisateurs de partenaires. Absolument. Aujourd'hui, je pense que la crise financière, même si quelque part c'est une menace, hein, bien entendu, pour le maintien et la qualité des services publics, ça reste aussi une opportunité, j'ai envie de dire, pour pouvoir essayer de faire comme avant, voire mieux, avec beaucoup moins de moyens. Et pour ça, il faut un changement effectivement culturel qui aille vers l'ouverture, la coopération et effectivement un nouveau positionnement de la ville, en plus de son positionnement classique, qui est celui de producteur de services et d'innovation sociale, c'est aller vers un positionnement de facilitateur qui permet effectivement d'aider à la codéfinition des besoins d'un côté, la co-construction des solutions avec l'ensemble des parties prenantes, et enfin un management efficace qui permet justement, je dirais, de faciliter, je dirais, la solution à la réponse aux besoins.
Tu as maintenant des réactions par rapport aux propos d'Othman, et puis peut-être ne pas oublier la question que nous posait un internaute tout à l'heure sur le numérique qui devient un élément discriminant au niveau de la satisfaction des usagers, à laquelle vous pouvez répondre tous les deux. Oui, en réaction, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a l'outil, mais il y a toute la démarche, en fait, dans laquelle il s'englobe. Et ce qui me semble intéressant, c'est la culture, en fait. Il y a une forme, en tout cas dans ce que vous dites ou dans ce que j'en entends, il y a une forme aussi de culture d'organisation asso qui devient incarnée ou qui, voilà, qui va irriguer l'ensemble du service. Et c'est en cela que quand je parlais de numérique, ce qui m'intéresse au-delà de l'outil, c'est la culture numérique. Vous allez être face à des usagers, mais aussi des agents, quel que soit leur âge, qui attendent de nouveaux modes de travail, tout simplement, de nouveaux modes de partage de l'information. On n'en a pas parlé, mais c'est souvent un très bon mode de partage de l'information. Et donc oui, je pense que ce qui est intéressant par cet exemple concret, c'est qu'on peut y voir la réplicabilité d'une collectivité à une autre, mais surtout les gènes, entre guillemets, les principes substantifiques moelles sur lesquels on peut collectivement voilà, se dire, ben voilà, il y a ces éléments-là à prendre en compte, et puis après, je me lance, allons-y. Bravo. Ce que vous dites correspond à une question qui m'avait été posée avant que commence cette conférence, qui était de poser la question de savoir quelles allaient être les grosses évolutions technologiques en termes de technologie et d'ergonomie, mais qu'effectivement, il y en aura. Mais qu'une des évolutions les plus importantes, c'est l'évolution comportementale. Ah bah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que, oui, alors on aurait pu parler d'innovation technologique, mais c'est assez clair que c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applications numériques, y compris des géants du web, elles sont designées donc elles sont créées pour capter votre attention. Vous pouvez lire, il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment sur le design de l'attention. Ben oui, puisque comme le produit est gratuit, c'est vous le produit, donc c'est votre temps qu'on va rémunérer. Donc on va vous tenir à cet endroit-là. Ben, l'idée, il y a des chercheurs qui travaillent ensemble en ce moment en se disant, mais finalement, nous, on veut utiliser l'attention, mais pas pour de la publicité, simplement pour être capable de prendre du temps ensemble, de trouver du temps ensemble dans l'organisation et en dehors de l'organisation. Ce qui me paraît le plus important, il est là, il est cœur. Le numérique, c'est un outil qui va permettre peut-être d'aller plus vite sur ces questions-là ou d'augmenter, comme le mot à la mode, voilà, cette prise de décision. Mais ce qui compte, c'est vraiment le changement de philosophie, la manière de faire différemment du service. Et cette notion d'élément discriminant au niveau de la satisfaction des usagers? Elle est polysémique, cette question. Effectivement, je ne sais pas dans quel sens ça a été posé. Si c'est de dire, effectivement, aujourd'hui, les usagers ont plus d'attentes sur le numérique que sur le guichet, c'est pas observé. Enfin, en tout cas, nous, en centrale, on l'observe pas. Par contre, ce qui est évident et ce que les administrations générales pensent mal, c'est qu'en fait, un usager, quand il vient chez vous, généralement, il a multiplié les canaux de contact. Peut-être le téléphone, Internet sur le site web pour voir les horaires, etc. Service public pour avoir le formulaire, que sais-je, etc., etc. Et c'est ce parcours-là qui est difficile aussi et qui est vécu difficile au-delà même des différents points d'entrée, les sites Internet des uns et des autres, etc., ou des guichets. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit un élément discriminant. En tout cas, il y a une véritable attente sur des catégories socio-professionnelles, on va dire, assez importantes d'aller vite et surtout que ça colle aux usages. Aujourd'hui, vous faites vos courses peut-être différemment que ce que vous faisiez avant. Et ben, on doit pouvoir faire les démarches en ligne différemment. C'est ça l'idée. Juste un petit point en incise et après, j'arrêterai là. Sachez que quand vous améliorez en fait Ok, c'est bon. Alors, sachez que, je ne sais plus ce que je disais, mais sachez que, non, ce qui me semble intéressant au-delà des outils, etc., ou en tout cas, une petite insiste sur les démarches, c'est lorsque vous travaillez sur l'amélioration de votre démarche en ligne ou votre site internet, que sais-je, en fait, finalement, vous êtes amené ou vous devez être amené à repenser ou en tout cas à réfléchir sur l'ensemble des canaux que vous proposez. C'est-à-dire que vous allez devoir penser la manière de basculer de l'un à l'autre, le cas échéant, ou de mesurer. Donc aujourd'hui, on sait que nous, de mesurer un service, la qualité d'un service numérique, ça permet de savoir aussi l'état du process de gestion de l'autre côté et des différents canaux. Pensez-y, ça peut être un angle intéressant. Oui. Une réaction Othman et après nous concluons. Alors, ici, il y a une réflexion très importante à avoir sur quelle est la finalité et quel est le moyen. Toujours se dire que le numérique est un moyen et pas une finalité.
Or, aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi poussé aussi par, quelque part, les compagnies, etc., qui veut que, d'abord, on raisonne solution, et ensuite, on trouvera bien le besoin auquel cette solution satisfera. Non. D'ailleurs, on le voit à un moment donné avec cette notion de smart city, où on est devenu, c'est devenu une ville connectée, et puis les gens doivent s'adapter. En réalité, nous, ce que nous disons, ce que nous pensons, c'est que la ville intelligente, c'est une ville où d'abord, justement, on valorise le capital humain de son territoire, et on permet justement à cette intelligence d'abord de se connaître, de s'enrichir mutuellement et de produire dans un bon sens. C'est-à-dire que pour nous, élus, eh ben, c'est créer justement de la valeur sociétale positive, du bien-être, du mieux vivre ensemble et bien entendu de la paix. Parce que, au sens, pour moi, un politicien, ce n'est rien d'autre que justement un faiseur de paix. L'objectif, c'est obtenir cette paix au sein de son territoire et de la société dans laquelle il vit. Alors, à partir de là, je dirais, le numérique peut aider à accélérer un certain nombre de choses, effectivement, à faire justement, à faire que ça aille plus vite, à faire qu'il y ait plus de choses qui émergent, à faire qu'on puisse collaborer, mieux collaborer, partager, mais ça ne peut pas remplacer aussi la rencontre physique. D'ailleurs, tout ce qu'on a mis en place à Sceaux, on a énormément d'applications qui vont sortir justement pour améliorer l'éducation, minimiser le gaspillage alimentaire, etc., etc. Sur toutes ces applications, et même sur UPSO, on fait en sorte qu'à des moments, il y ait une rencontre physique et que justement, le numérique vienne à un moment donné, bien entendu, accélérer les débats, mais en rien les remplacer. Donc je pense que donc vision, stratégie, intelligence humaine et puis outils numériques qui vient au service justement de cette stratégie et non pas comme une finalité. Merci merci Thomas Menon. Je crois qu'on peut dire que remercier à la fois les internautes et les intervenants pour leur souplesse et leur adaptation. C'était, allons dire, presque une forme de coproduction. Et vous allez, alors il est évident que vous allez retrouver cette webconférence. Hein, vous pourrez la voir. Et puis, si jamais pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, vous pourrez poser vos questions au système VK et retrouver la webconférence en direct et je pense remonter qui vous permettra de mieux la resuivre et la comprendre. On va remercier également Casden Banque Populaire qui nous a accompagnés dans cette matinée et VK. Et encore une fois, merci à vous deux. Merci. Et à très bientôt.